Et c'est parti. Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle sur la thématique Je veux me former. Bonjour. Alors, vous êtes pas mal nombreux ce matin. Bonjour Ornella qui s'est connectée et qui nous dit bonjour sur la fonction chat. Donc, vous savez que c'est le dernier jour des semaines de l'évolution qui avait débuté le lundi 10 octobre et qui se termine aujourd'hui. Il y a encore quelques webinaires ce matin et cet après-midi, et vous avez souhaité vous connecter à celui sur Je veux me former. On est très heureux avec Pascal de vous accueillir ce matin. Petit rappel de comment ça va fonctionner. Vous êtes sur un webinaire, vous n'aurez pas, pour des raisons de gestion du flux, la possibilité de prendre la parole. Mais par contre, vous connaissez le petit onglet questions. Vous avez vu qu'il y a le chat et puis juste à côté, il y a des questions. Et ben, à tout moment, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez avec Pascal. On y répondra en direct. Si jamais on n'y répond pas, il y a des petites mains au réseau Eva qui y répondent pour nous. Donc, vous inquiétez pas, normalement, on pourra répondre à toutes vos questions. Mais n'oubliez pas, restez sur la fonction question plutôt que sur la fonction chat pour poser vos questions. Aujourd'hui, mais comme toute la semaine, je suis sûr que vous avez participé à plein d'autres webinaires. On organisait avec tous les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, avec la plupart d'entre eux, devrais-je dire plutôt, ces semaines de l'évolution professionnelle. Il y a eu une centaine de webinaires planifiés pendant ces 2 semaines et elles ont été organisées avec le réseau APEC, que vous connaissez, le réseau du Conseil en évolution professionnelle pour les cadres, et puis tous les opérateurs régionaux. Pour rappel, France Compétences, qui est le grand gestionnaire de la formation professionnelle en France, a mandaté sur chaque région administrative des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés. Ce qu'on appelle les actifs occupés, c'est les salariés du secteur privé et les indépendants. Et je vous parle avec Pascal de la région Nouvelle-Aquitaine, car sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le réseau EVA qui a été mandaté. Sur d'autres régions, vous pouvez retrouver le groupement Évolution, sur la Guyane, la BGE, sur la Corse, Antea RH et sur la Martinique, Axis. Et c'est tous ensemble que l'on a pu vous proposer pendant ces 2 semaines les semaines de l'évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, moi déjà, je vais me présenter, je suis mal poli, Pascal, excuse-moi, hein, mais je fais vite. Je suis Nicolas Hio, chargé de développement des partenariats au réseau EVA de Nouvelle-Aquitaine et je vous parle de Bordeaux. Soyez tous les bienvenus. Pascal, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas, Pascal Peyret. Je suis le responsable du pôle référent parcours de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, cette grande région qui a la taille de l'Autriche et la population du Danemark. Alors c'est vrai que les transitions pro sont peut-être moins connues que leurs ancêtres qui s'appelaient les FONGECIF. Donc, c'est juste pour cette petite précision. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de FONGECIF, c'est les transitions pro et il y a 18 structures régionales, puis autant que de régions sur notre territoire. Voilà. Eh ben, merci à toi, Pascal, d'avoir bien voulu co-animer ce webinaire, un webinaire qui donc est sur la thématique de Je veux me former. Et pour cela, on va vous présenter tous les dispositifs qui sont à la main du salarié ou à la main de l'entreprise pour se former, pour se qualifier, pour monter en compétences. On va revenir sur le CPF que vous connaissez la plupart d'entre vous parce qu'on a tous été sollicités sur nos portables, nos mails pour du coup, soi-disant qu'on allait perdre notre CPF, qu'il fallait l'utiliser tout de suite. Bref, on va y revenir, on va vous expliquer tout ça. Pascal, qui travaille donc pour Transition Pro, vous présentera le projet de transition professionnelle, avant appelé le CIF, le congé individuel de formation. Pascal vous présentera aussi le dispositif démissionnaire. Il vous présentera le dispositif Transition Co. Et puis, je reprendrai la main pour vous expliquer ce qui est de l'ordre de
l'entreprise, ce qui est à la main de l'entreprise, comme le plan de développement des compétences, qui n'est pas à proprement parler un dispositif, mais plutôt, comme son nom l'indique, un plan, une organisation interne pour organiser la montée en compétences des salariés d'une entreprise. Par contre, à la main de l'entreprise, en lien avec son OPCO, il y a la PROA. Enfin, pour les indépendants, les FAF, les fonds d'assurance formation. Il y en a plusieurs en fonction de la branche dans laquelle vous êtes. L'AIF, qui est un fonds de formation pour les demandeurs d'emploi, et le FNE, qui a été un dispositif mis en place spécifiquement pour les entreprises qui ont été obligées de mettre en place excusez-moi, j'ai un trou. Pas du temps partiel. Si, du temps partiel, on va le dire comme ça. En tout cas, j'y reviendrai et je serai plus précis au moment où on parlera du FNE. Vous inquiétez pas. Je reviens donc sur le compte personnel de formation. Comme je vous le disais, on a tous été malheureusement sollicités par des entreprises plus ou moins honnêtes et qui nous disaient « Oui, attention, vous allez perdre votre CPF, il faut l'utiliser tout de suite ». C'était faux, car notre CPF, on le garde tout au long de sa vie. Avant de répondre aux questions, hein, je vais présenter ce CPF. Donc, c'est un compte personnel de formation. On le retrouve sur mon compte formation. Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte formation, allez-y, moncompteformation.fr. Vous n'avez qu'à remplir votre numéro de sécurité sociale et il s'ouvre automatiquement. Il est alimenté automatiquement chaque année. Chaque année, à partir du moment où vous êtes au moins à mi-temps sur l'année, au moins à mi-temps, eh ben, vous bénéficiez de 500 € par an de crédit sur votre compte personnel de formation. Il y a un plafond, le plafond est de 5 000 €. À partir du moment où vous atteignez ce plafond, vous n'êtes plus crédité. Tant que vous ne dépensez pas ce compte personnel de formation, eh ben, vous n'êtes plus crédité des 500 € par an. Il y a une majoration pour les personnes qui ont une RQTH, reconnaissance de qualification de travailleurs handicapés. Il y a une majoration aussi pour des personnes qui n'auraient pas atteint le niveau CAP ou BEP. Elle est de 300 € par an. Donc, du coup, vous bénéficiez, vous, de 800 € par an jusqu'à un plafond de 8 000 €. Les travailleurs non salariés, et ça, c'est la nouveauté par rapport à 2018, par rapport à la réforme de 2018, bénéficient eux aussi d'un compte CPF à partir du moment où ils sont à jour sur leur cotisation sur la formation professionnelle. Enfin, les agents de la fonction publique, eux, ont gardé un CPF en heures, en horaire. Ils bénéficient, eux, de 25 heures par an ou de 50 heures par an à partir du moment où ils sont de catégorie C. Voilà. Est-ce que du coup, je réponds déjà à des questions ou pas? Alors, les premières questions. Les formations sont-elles accessibles à tout âge? Oui, mais votre CPF, Sylvie, il est accessible, il permet donc de financer des formations, il est accessible jusqu'à votre retraite. À partir de votre retraite et seulement à votre retraite, vous perdez le bénéfice de votre compte personnel de formation. Mais par contre, voilà, c'est accessible à tout âge, bien évidemment. Peut-on se former lorsqu'on est en arrêt maladie? Oui, effectivement, on a le droit de se former lorsqu'on est en arrêt maladie. Il faut tout de même avoir l'autorisation de la médecine du travail. Bonjour, le CEP se différencie-t-il du bilan de compétences et en donne un bon point? Oh, je vais y revenir. Non, c'est pas ça. Les CEP gratuits, opérateurs mandatés, réalisent des bilans de compétences. Sophie, on est sur un autre domaine, donc je passe. Donc, je vous disais que sur votre site moncompteformation.fr, vous pouvez récupérer votre crédit en termes pour vous former et puis vous pouvez choisir des formations. Car qu'est-ce que l'on peut financer avec mon compte formation? Tout simplement des formations certifiantes, qualifiantes, reconnues au registre national des certifications professionnelles. On peut financer aussi un bilan de compétences, on peut financer de la VAE, on peut financer aussi un accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise. On peut financer un permis B ou permis poids lourd. Enfin, on peut financer aussi le certificat CLEA qui est
là, Pascal pourrait intervenir parce que Transition Pro gère aussi le certificat CLEA, qui est un premier niveau de qualification pour des personnes qui n'auraient pas de qualification, qui n'auraient pas atteint le niveau CAP ou BEP. C'est ça, Pascal, je l'ai bien résumé? Oui, c'est bien ça. Donc, faut en parler autour de soi pour à tous ceux qui n'ont pas pu suivre des cursus de formation, qui se sont arrêtés en cours de route, qui doutent de leur capacité. C'est une certification où on reconnaît des compétences, notamment celles du travail en équipe, voilà, donc de respect des consignes et des sécurités. Donc, c'est intéressant. Allez vous renseigner sur Cléa. C'est un certificat qui peut être une première étape à un parcours de formation plus long. Exactement. Merci à toi, Pascal, d'avoir complété. Et donc, des formations liées à des missions de bénévolat. Je rappelle que sur les formations professionnelles, maintenant, elles sont organisées par blocs de compétences. Vous pouvez valider un certain nombre de blocs de compétences sur une certification et puis faire une formation, ou du moins valider votre certification en mixte. C'est-à-dire qu'une partie peut-être sera validée par la VAE, la validation des acquis de l'expérience, et une autre sera validée, une autre partie de votre certification sera validée par une formation en présentiel auprès d'un organisme de formation, par exemple. Voilà sur les dispositifs, du moins les formations que l'on peut financer avec son CPF. Vous devez suivre, vous pouvez suivre votre formation financée par l'intermédiaire du CPF hors temps de travail. Si c'est hors temps de travail, alors vous n'êtes pas obligé d'informer votre employeur. Par contre, si vous devez ou si vous voulez suivre votre formation financée avec votre CPF pendant votre temps de travail, dans ces cas-là, il faut faire une demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Et celui-ci n'est pas obligé d'accepter. Il n'est même pas obligé de vous motiver son refus. Toutefois, parfois, ça peut être très pertinent d'évoquer une formation financée par son CPF auprès de son employeur. Il va, en fonction de sa politique sur la formation professionnelle, peut-être trouver un intérêt pour l'entreprise en termes de stratégie, en termes de montée en compétence de son salarié que vous êtes. Ça va être important pour lui. Et donc, du coup, il va, par le biais de vous autoriser à être absent sur votre temps de travail, il va abonder par autorisation d'absence. Par contre, si vous autorise à être absent, il continue à vous rémunérer. Vous n'êtes pas obligé de prendre des congés. Pour pouvoir demander une absence, une autorisation d'absence, il faut la faire dans les délais indiqués, c'est-à-dire moins de 6 mois si la demande… non, pardon, excusez-moi. 60 jours si la formation a une durée de moins de 6 mois et 4 mois avant si la durée de formation est supérieure à 6 mois. Voilà. Ah oui, j'ai oublié les abondements et ça, c'est important. Vous pouvez bénéficier d'abondements si vous bénéficiez d'un compte pénibilité. Vous savez, le compte professionnel de prévention. Il vous permet de transférer vos points pénibilité en abondement, 300 € par point sur votre compte CPF. Vous pouvez bénéficier d'abondements parce que vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie vous a reconnu au moins 10% d'incapacité. Et dans ces cas-là, la caisse primaire d'assurance maladie vous propose un abondement qui peut aller jusqu'à 7 500 €. Pour ces deux abondements-là, c'est très important. Il faut obligatoirement venir rencontrer son conseiller en évolution professionnelle. C'est lui qui le déclenche auprès de la Caisse des dépôts qui gère à nous tous nos comptes personnels de formation. Vous êtes obligé de venir rencontrer le conseiller en évolution professionnelle. Il peut y avoir aussi d'autres abondements, la mobilisation sur le compte engagement citoyen, c'est ce compte que l'on bénéficie quand on fait du bénévolat. Vous pouvez avoir un abondement de votre entreprise dans la négociation, dans les échanges, la discussion avec votre employeur. S'il a tout intérêt à vous puissiez faire cette formation, il pourra peut-être abonder financièrement. Après, il peut y avoir des abondements temporaires. L'État a aidé, par exemple, si on souhaitait se former sur les métiers du numérique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, attention. Et on peut avoir un abondement de Pôle emploi si on a le statut de demandeur d'emploi. Et il faut en parler à son conseiller Pôle emploi. On peut avoir un abondement aussi ou un auto-financement. On peut abonder soi-même son compte CPF sans aucune difficulté.
Voilà sur le CPF. Alors, y a-t-il des questions? Est-ce que le CPF est crédité lors d'une période de congé parental? Bah oui, il est crédité. On vous a répondu sur le chat. Quand on est en arrêt maladie, le CPF n'est pas crédité, c'est au prorata de la séance. Et à quelle période de l'année le CPF est-il crédité? Alors, il est crédité au début de l'année, donc pour l'année qui vient de se passer. Après, est-ce que, alors, tout dépend alors là, je vous avoue, Stéphanie, que je vais être un peu sec sur votre réponse. Quand on est en arrêt maladie, le CPF n'est pas crédité. Ah oui, bien joué, merci de l'avoir mis en ligne. Et donc, du coup, c'est au prorata de l'absence. Alors là, je ne suis pas sûr parce que pour moi, vous êtes crédité du votre CPF même en arrêt maladie. Mais je le vérifierai, à votre place, je le vérifierai sur mon compte formation. Mon compte formation est bien organisé, il y a une FAQ, vous savez, une foire aux questions qui est très très bien faite, très très bien alimentée par la Caisse des dépôts. Et du coup, vous aurez votre réponse plus précise que moi sur cette FAQ. Bonjour, une formation peut être financée sur une longue période. Bien évidemment, Georgie, ah bah tenez, je la mets aussi en ligne. Georgie nous demande si on peut se former sur une période de longue durée. Bien évidemment, toutefois, peut-être que votre CPF ne pourra pas être suffisant pour financer votre période, votre longue période de formation. Et c'est pourquoi je pense que dans ces cas-là, le dispositif qui pourrait bien correspondre, c'est celui que va vous présenter juste après Pascal, qui est le projet de transition professionnelle, le fameux PTP. Je réponds aussi à Catherine. Catherine, elle nous dit, inscrite à Pôle emploi, j'ai utilisé mon CPF et je voulais faire une VAE, pas de ARE, je ne sais pas comment faire une formation. Alors, dans ces cadres-là, c'est votre conseiller Pôle emploi qui va pouvoir vous accompagner sur le financement d'une formation. Il se peut que cette formation soit inscrite sur le PRF, par exemple, le plan régional de formation, qui est accessible aux demandeurs d'emploi. Bref, il y a peut-être d'autres dispositifs qui sont orientés demandeurs d'emploi. Il faut demander à votre conseiller Pôle emploi. C'est bon, on continue. À toi, Pascal, sur le projet de transition professionnelle qui pourra peut-être répondre à Georgie sur son projet de formation longue durée. À toi. Je vais essayer de faire aussi bien. Je vais essayer de faire aussi bien que toi en si peu de temps. Bon, en tout cas, bravo pour la synthèse déjà faite. Alors le PTP, donc c'est celui qui remplace le congé individuel de formation. On l'a déjà dit, c'est pour les actifs occupés, c'est-à-dire en fait tous les salariés donc du secteur privé qui ont eu donc un contrat de droit privé. C'est l'idée de ce congé pour transition professionnelle, c'est donc le droit de s'absenter à son poste de travail tout en ayant la garantie d'un maintien de rémunération et d'une prise en charge du coût pédagogique de la formation que l'on souhaite mener. Ce nouveau dispositif, c'est le nouveau dispositif de la loi de septembre 2018, donc c'est pour ça qu'il est peut-être moins connu encore. Le but de ce dispositif, c'est changer de métier, changer de profession, grâce à une action de formation certifiante. Tu l'as déjà dit, tu en as déjà parlé, c'est-à-dire des formations qui sont inscrites soit au RNCP, le fameux répertoire national des certifications professionnelles, soit au répertoire spécifique, mais on y reviendra par la suite. Qui peut en bénéficier de ce dispositif? Je dirais tous les statuts du secteur privé, que ce soit les CDI, les CDD, les intérimaires ou les intermittents du spectacle. Alors c'est vrai que chaque public a des conditions spécifiques. Celui du CDI, bon, qui est le cas le plus courant en ce qui nous concerne et des demandes que nous recevons, il faut au moins avoir 12 mois d'ancienneté dans son entreprise, quelle que soit la nature des contrats, et justifier au moins de 24 mois d'activité professionnelle dans sa vie professionnelle. Les CDD, c'est au bout de 4 mois de CDD que l'on peut prétendre au dispositif PTP, à la condition que ces 4 mois soient déroulés dans les 12 derniers mois qui précèdent et que l'on puisse justifier de 24 mois
en qualité de salarié au cours des 5 dernières années. Donc là, la fenêtre de tir est beaucoup plus courte. En plus, il faut que la demande soit déposée pendant le CDD et la formation puisse se dérouler dans les 6 mois qui suivent la fin du CDD. Là, on voit bien que le temps est compté pour les CDD, mais en fait, malgré tout, ils peuvent y avoir droit. Pour les intérimaires, moi, ce que je retiendrai des conditions importantes qu'il faut souligner, c'est que il faut que la demande de financement qui soit déposée auprès des transitions pro, puisque c'est les transitions pro qui financent ce dispositif, soit déposée au moins 4 mois après la fin du contrat ou de la mission d'intérim, et la formation doit débuter également dans les 6 mois qui suivent la fin du contrat, enfin de la mission intérimaire. Pour les intermittents, c'est la même chose. Là encore, une fois, les délais sont très courts. Donc, je ne veux pas m'attarder parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'éléments. Sachez quand même que vous soyez intérimaire, intermittent, CDD ou CDI, vous avez droit à ce dispositif selon ces conditions. Et là, je vous renvoie aussi à tous les sites Internet des transitions pro qui expliquent ça avec des beaux schémas, plein d'explications pour savoir si on rentre bien dans ce dispositif. On continue. Oui, le PTP, je pense, bon, avant toute chose, le PTP, c'est au service d'un projet. Ce projet, c'est de passer d'un métier A à un métier B, c'est-à-dire que c'est un projet qui a une visée professionnelle. L'objectif du PTP, c'est pas de faire une formation pour faire une formation. La formation n'est que le moyen, et que le levier pour arriver à une destination métier et pas la finalité. Donc, il y a tout ce travail en amont à faire. Et là, les réseaux des conseillers en évolution professionnelle sont là pour accompagner les salariés, pour bien prendre le temps nécessaire de l'élaboration du projet. Une fois que la personne a bien travaillé sa destination, son but, son objectif métier, bien sûr, il faudra qu'il monte un dossier auprès des services de transition pro. Un dossier, alors c'est toujours un peu compliqué, un dossier, c'est maintenant de plus en plus dématérialisé. Le dossier, il y a 3 parties. Il y a une partie qui concerne le salarié, il y a une partie qui concerne l'entreprise, si la formation est envisagée sur le temps de travail, et une partie qui concerne les organismes de formation, puisque l'objectif qu'il faut souligner du PTP, c'est que l'organisme de formation doit proposer à la personne un parcours individualisé, d'où l'importance du bilan de positionnement, et avec l'objectif de valider, encore une fois, on le rappelle, une certification RNCP ou répertoire spécifique. Donc, ça prend un peu de temps. Faut qu'on fasse vite. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut au moins s'y prendre 4 à 6 mois à l'avance. Ça marche. Et du coup, j'ai une question de Sophie. Est-ce que le PTP oblige-t-il le salarié à quitter l'entreprise au terme de la formation? Non. On peut, bien sûr. L'idée, c'est de finaliser son parcours, un objectif métier. Mais si la transition prend un peu de temps, la personne revient à son poste et récupère les conditions de son emploi précédent. Voilà. Oui, et puis comme disait Sophie, on peut avoir changé d'avis. On peut Tout à fait. Maintenant, c'est un dispositif qui est quand même royal. Donc, c'est à utiliser à bon escient parce que entre 2 PTP, il y a des délais de franchise et les transitions pro n'ont pas les moyens de financer toutes les demandes. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on finance 2 dossiers sur 3. Donc, bien travailler le projet en amont garantit, bien sûr, la sécurisation du parcours et la concrétisation du projet. Après, donc, une fois que le dossier est déposé, il va passer devant une commission. Cette commission va apprécier le projet, sa cohérence, la pertinence du parcours de formation et va apprécier aussi donc l'employabilité, c'est-à-dire la garantie qu'à l'issue, il peut y avoir justement une insertion assurée. En plus de ces critères, il y a des priorités. J'y rentre pas. Chaque région a ses priorités. Allez encore sur les sites des différentes transitions pro. Vous verrez les différentes priorités qui sont appliquées à tel ou tel dossier. Par contre,
si la commission est convaincue donc de cette cohérence, de cette pertinence et de cette employabilité, à ce moment-là, la personne pourra avoir donc la garantie d'une prise en charge du coût pédagogique dans la limite de certains plafonds. C'est l'autre diapositive, Nicolas, qui est quand même de 18 000 euros hors taxe, ce qui est quand même pas négligeable, plus 1% s'il y a de la TVA applicable, c'est 27,45 € de l'heure, donc c'est un double plafond. Et si donc on accepte le projet, il est agréé, il y a un maintien de rémunération. Bon, en gros, jusqu'à 2 fois le SMIC, c'est la garantie d'avoir 100% du maintien de sa rémunération. Bien entendu, si la formation est à temps plein, parce que si on travaille 35 heures et qu'on fait une formation 24 heures, à ce moment-là, bien sûr, on sera rémunéré que sur la base de 24 heures et non pas des 35 heures. Si on est coupe. Ouais. Je te coupe encore parce qu'on a des questions. Est-ce que l'employeur peut refuser le PTP? Tu l'as dit, je crois. Alors, ce dispositif, c'est un dispositif à l'initiative du salarié. Comme tout congé, l'employeur a son mot à dire. Donc d'abord, une part, il faut le formaliser, cette demande d'autorisation. Je vous demande une autorisation d'absence de telle date à telle date pour faire telle formation avec tel et tel organisme. Il faut au moins, si la formation dure plus de 6 mois, il faut au moins déposer cette demande au moins 6 mois à l'avance. Qu'est-ce que je dis? Pardon, 4 mois à l'avance. Est-ce qu'il peut refuser? Étymologiquement, je dirais, ou réglementairement parlant, non. Il peut simplement évoquer. Alors, il pourrait refuser si on ne respectait pas la procédure, le formalisme, la lettre, les 4 mois. Bon, ok, ça. Et si on n'avait pas les conditions d'ancienneté, les fameux 12 mois de CDI, par exemple, dans l'entreprise. Ça, il pourrait refuser. Maintenant, si on respecte bien la procédure et les conditions, il ne peut évoquer simplement qu'un principe de report, et encore pour de bonnes raisons. Notamment s'il a déjà trop de personnes qui sont en formation ou si l'absence de la personne serait préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ou du service. Bon, merci Pascal. Voilà. Merci, donc, ça répond bien. On a répondu à Déborah, pas de refus. Et puis, tu n'as pas pu donner toutes les informations, tous les détails du PTP, mais c'est pas grave. On peut aussi venir rencontrer son conseiller en évolution professionnelle pour être accompagné sur l'élaboration de son dossier, de son projet de PTP. N'hésitez pas à venir rencontrer. Tous les services des transitions pro sont au service des uns et des autres. Ne pas hésiter d'appeler aussi. Oui, en plus. On passe au dispositif démissionnaire. Quel est-il ce dispositif démissionnaire? C'est un dispositif, là encore, nouveau de cette toujours loi du 5 septembre 2018. C'est un nouveau droit, c'est-à-dire qui introduit un motif légitime pour démissionner. On le sait, si on démissionne de son emploi, logiquement, on n'a pas droit aux allocations chômage. Ou après un certain délai de carence. Là, la personne peut démissionner, mais d'abord, il faut vérifier certains droits. D'abord, est-ce que ça ne s'adresse bien sûr qu'au CDI? Si la personne a bien 1300 jours d'affiliation au régime d'assurance chômage dans les 5 dernières années, voilà. Et surtout, il faut que la personne, avant de déchirer son contrat de travail, il faut qu'elle ait pu rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Donc, vraiment, bon, la loi le dit pas, mais on le dit nous. D'abord le CEP, travailler le projet, déposer un dossier auprès de Transition Pro, démissionner, s'inscrire chez Pôle emploi. C'est, on va dire, la démarche qui garantit le plus de sécurité. Le CEP, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille autour du projet. Alors, un projet qui peut être de création, reprise d'entreprise ou un travail autour du projet de formation. Donc, ce travail-là est important parce que ça va permettre à la personne d'étayer, d'argumenter, d'étudier la faisabilité de son projet, la viabilité ou l'employabilité à l'issue de ce projet de formation. Lorsque ce travail du projet est finalisé, eh bien, il y a le candidat à la démission nous transmet un document, le document, la fameuse synthèse CEP, et c'est ce document qui est présenté devant une commission qui
en l'occurrence, ne va rien financer, je le dis bien, on ne finance rien, on atteste simplement du caractère réel et sérieux du projet de formation ou de création reprise d'entreprise. Ça, c'est le… Voilà, donc on voit qu'il y a différents acteurs. Là, j'ai parlé déjà du rôle de l'opérateur, du travail autour du projet. J'ai parlé à l'instant du rôle, bien sûr, des transitions pro dans l'analyse de ce caractère réel et sérieux. Et après, bien sûr, le troisième interlocuteur, c'est le rôle de Pôle emploi, parce que c'est Pôle emploi qui va, à ce moment-là, étudier l'ouverture à l'indemnisation chômage, la fameuse allocation retour à l'emploi. Et c'est eux qui vont s'assurer de la mise en œuvre du projet. Le projet devra être mis en œuvre 6 mois après l'inscription chez Pôle emploi. Par contre, le financement, parce que c'est ce que les gens nous interrogent souvent, le financement, côté ressources, ce sont les allocations chômage, l'ARE. Côté financement de formation, et bien là, on va retrouver le CPEP dont tu parlais tout à l'heure. On va retrouver éventuellement des financements de régions et éventuellement, les personnes seront peut-être amenées aussi à cofinancer leur parcours si ils n'arrivent pas à avoir des aides des uns et des autres. Donc, nous, en tout cas, nous ne finançons rien sur ce dispositif. On atteste simplement du caractère réel et sérieux. Il y a Justine qui veut nous poser une question, Pascal. Oui. Savez-vous si le dispositif démissionnaire permet le versement des indemnités de fin de contrat en CDI? En CDI, tout dépend des conventions collectives, tout dépend du contrat de travail. Si cette indemnité de fin de contrat est due de façon conventionnelle ou contractuelle, il va de soi qu'elles doivent être versées. Oui, il y aura par exemple les indemnités pour congés payés qui n'auraient pas été pris. Ça, c'est le truc classique. Ça, c'est un droit. Donc, voilà, il est payé. Mais il n'y aura pas d'indemnité négociée, par exemple, comme dans une convention, dans une rupture conventionnelle. Non, tout à fait. Mais là, qui c'est qui décide? C'est la personne qui décide de démissionner. Donc là. Exactement. Il n'y aura pas d'indemnité, hormis celles qui sont légales. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question, Justine. Sinon, vous l'avez compris, ce dispositif démissionnaire est un dispositif qui permet d'élaborer un projet de formation ou de création reprise d'entreprise et que Transition Pro est là pour valider le caractère réel et sérieux de votre projet de formation ou de création d'entreprise. On passe au dispositif transition collective. À toi, Pascal. Ah ouais, alors ça va faire le lien avec la partie que tu vas reprendre derrière. C'est vrai que le PTP ou le DEM sont des dispositifs qui sont à la main, comme tu dis, des salariés. Là, le dispositif transition collective, c'est à l'initiative de l'entreprise. Alors là, il n'y a pas de loi encore sur ce dispositif, il n'y a qu'une lettre circulaire. Pourquoi? Parce que c'est une expérimentation qui a commencé en 2021 et qui logiquement devrait se finir le 31 décembre 2022. Mais on a entendu et on a cru comprendre que ce dispositif sera prolongé jusqu'en 2023. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc, à l'initiative de l'entreprise, une entreprise qui serait en mutation technologique, mutation économique, et qui se trouverait avec des métiers qui seraient fragilisés. Donc, l'idée de cette expérimentation, c'est de permettre à des gens qui seraient sur des métiers fragilisés de passer ainsi sur ces métiers, des métiers dits porteurs, et éventuellement passer d'une entreprise A, où ils sont CDI actuellement, à une entreprise B, qui aurait des besoins justement sur ces métiers-là. Donc, les métiers fragilisés, c'est l'entreprise qui les définit. C'est pas tous les métiers d'une entreprise, hein, c'est pas une entreprise qui fermerait, non, c'est certains métiers qui ont été définis par l'entreprise comme étant fragilisés. Et d'ailleurs, les entreprises pourraient se faire aider par leurs partenaires, les OPCO, hein, on les cite, il faut les citer aussi, qui peuvent les aider à faire des diagnostics de ressources humaines internes. Le dispositif, il s'adresse à tous, sauf aux intermittents. D'accord. Donc, c'est petite précision.
Pour faire quoi comme type de formation? Alors, c'est à la fois les règles du PTP et à la fois des choses plus souples que le PTP. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire, bien sûr, les fameuses formations RNCP, répertoire spécifique. On ne peut faire simplement que certains blocs de des formations du RNCP. On peut faire des VAE, mais on peut faire aussi des formations, c'est pas précisé dans le slide, mais on peut faire des formations qui pourraient être préparatoires à, c'est-à-dire par exemple une remise à niveau en anglais en vue de prendre d'intégrer une formation qui nécessiterait un niveau en anglais supérieur. Donc, on voit que ça offre plus de possibilités. Ça, c'est plus long éventuellement dans le temps. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et on peut financer. Alors, c'est pas les mêmes fonds, hein, tu l'as dit. Hein, c'est du FNE, hein, FFSE Oui, en français. FNE Voilà, formation. voilà, c'est du FNE. Donc, c'est pas les mêmes fonds que les PTP. Donc, c'est une enveloppe spéciale. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller plus loin dans le temps, sur maximum 2 ans. Et c'est 18 000 euros maximum par an. Donc, à la limite, ça peut faire donc jusqu'à 36 000 euros. Et si, alors, bien sûr, pour les entreprises de plus de 300 salariés, ils auront des restes à charge au niveau rémunération. Mais pour ceux qui sont des entreprises, hein, les petites et moyennes entreprises, c'est une prise en charge quand même 100% de la rémunération, et cela jusqu'à 2 ans éventuellement. Transition co, alors bien sûr, il y a tout un formalisme administratif. Là, bien sûr, on parle des plus de 300, mais pour les petites, je rassure, s'il y avait des petites entreprises, la procédure a été maintenant simplifiée. L'entreprise peut éditer ce qu'on appelle un document unique de décision unilatérale. Il faudra bien sûr déposer ces documents à l'inspection du travail, qu'on appelle maintenant l'ADRETS, et avec bien sûr la liste des métiers fragilisés. Bon, donc il y a un peu de formalisme administratif. Après, il faut présenter cela aux salariés qui seraient concernés par leur métier fragilisé. Il faut bien qu'on dise, c'est à l'initiative de l'entreprise, mais c'est quand même basé sur le volontariat des salariés. Les salariés décident à l'issue de ce temps d'information d'y aller ou de ne pas y aller. De toute façon, dans tous les cas, ils seront accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle, donc réseau EVA ou l'APEC, et c'est au bout de cette procédure qu'il y aura un dossier qui sera déposé auprès des services de transition pro. Et actuellement, sur tous les dossiers que nous avons eu à étudier, nous, on les a tous financés. Donc, ce qui est quand même intéressant. Donc, c'est un dispositif, comme on dit, qui monte en puissance, mais qui mérite d'être connu, qui évite surtout aux salariés concernés de passer éventuellement par la case chômage et de passer d'une situation A à une situation B qui garantisse une sécurité de leur parcours. Super, merci beaucoup Pascal. Moi, je crois que ça a été très clair. Transition Co, c'est à la main des entreprises parce qu'elles doivent démontrer, ou du moins par l'intermédiaire d'une gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, elle doit démontrer qu'elle a des postes fragilisés. Et derrière, le salarié qui est sur ce poste fragilisé qui pourrait disparaître peut bénéficier d'une formation longue durée, un PTP amélioré, financé par Transition Pro, par l'intermédiaire du FNE. Parfait. Nicolas, juste de dire, parce que ça va très vite, alors le temps est imparti, mais si vous allez sur les sites des transitions pro des différentes régions, il y a une offre de services où les personnes peuvent s'inscrire à des ateliers, à des flash infos, suivre aussi des webinaires où on reprend ça tranquillement à tête reposée, dispositif par dispositif. Voilà, n'hésitez pas à se rapprocher des services des transitions pro. Bien sûr. Et puis, quand vous venez rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle, il vous détaille aussi tous ces dispositifs et il évoque avec vous toutes les hypothèses de financement ou de dispositifs auxquels vous pourriez avoir droit pour atteindre vos objectifs de formation. On était donc du coup dans le cadre des dispositifs qui sont à la main de l'entreprise. Sachez que les entreprises sont aujourd'hui
vivement incité à élaborer un plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences, comme dit Masla, il est un outil de pilotage de la formation professionnelle au sein de l'entreprise. Elle a pour but de permettre aux salariés de sécuriser leur emploi ou d'adapter leurs compétences en fonction de l'évolution de l'entreprise. Vous savez qu'on parle beaucoup de branches d'entreprises en mutation actuellement. Elles ont besoin que leurs salariés restent compétents sur les missions, les tâches qu'ils vont leur donner. Et donc, dans ce cadre-là, elles mettent en place un plan de développement des compétences qui peut aller sur des formations obligatoires ou des formations non obligatoires. Elles font un peu ce qu'elles veulent. Elles peuvent être accompagnées, ça c'est l'OPCO, l'opérateur de compétences qui accompagne toutes les entreprises de toutes les branches professionnelles dans le cadre de l'élaboration de leur plan de développement des compétences. Les actions de formation, quel type d'actions de formation peuvent être envisagées? J'avais presque envie de dire un peu toutes. Toutefois, il faut que celles-ci, même si elles sont en alternance, puissent permettre à la personne d'accéder à un diplôme, à une qualification reconnue dans le cadre du RNCP. On peut envisager bien évidemment dans son plan de développement des compétences de la VAE ou un ou plusieurs, un bilan de compétences pour son salarié. Voilà, on peut tout y inscrire. Le financement, il se fait particulièrement pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est l'OPCO, l'opérateur de compétences, qui va financer ce plan de développement des compétences. Et il se détermine par branche. Parce que l'opérateur de compétences, ce fameux OPCO, le nom que vous entendez parfois parler, il est dirigé par les partenaires sociaux et par branche. Ces branches décident d'une politique de formation des salariés de la branche et donc du coup va plus ou moins intervenir entre autres sur le plan de développement des compétences et entre autres sur d'autres dispositifs de formation pour les salariés. Et donc, du coup, il y a un financement qui est obligatoire sur les entreprises de moins de 50 salariés. Ce n'est pas le cas sur les entreprises de plus de 50 salariés. Il concerne bien évidemment tous les salariés. J'en ai fini sur le plan de développement des compétences. Je peux passer à la PROA. Par exemple, dans le plan de développement des compétences, on peut envisager de mettre en place une PROA pour ses salariés. C'est quoi la PROA? Tout simplement un dispositif de formation en alternance. Avant, on appelait ça la professionnalisation. Maintenant, on appelle ça la PROA. C'est de l'alternance pour ses salariés. C'est pour des salariés qui voudraient se reconvertir en interne ou qui voudraient monter en compétences sur des formations qui peuvent se faire en alternance. Vous savez ce que c'est l'alternance, hein? J'alterne le théorique avec la pratique sur le terrain. Seulement, je suis à la base salarié de mon entreprise et je fais cette formation au sein de mon entreprise. Du moins, le côté pratique, le côté terrain se fait sur mon entreprise, avec mon entreprise. Et puis, le côté théorique peut se faire avec un organisme de formation externe. Voilà, la PROA est financée toujours pareil par l'OPCO de la branche et donc par l'OPCO de l'entreprise. Si vous ne connaissez pas votre OPCO, si l'entreprise ne connaît pas son OPCO, c'est simple, on va sur le site de Transition Pro, il y a un onglet « Trouver son OPCO » et là, en indiquant son IDCC, c'est l'identifiant de convention collective, on trouve son OPCO. Que dire de plus sur la PROA? Il s'adresse aux salariés à contrat durée déterminée, s'adresse aux salariés en activité partielle, aux salariés en CDD ou aux salariés en insertion. Voilà, il faut juste, par contre, pour pouvoir bénéficier de la PROA, ne pas avoir atteint le niveau que l'on vise sur sa formation et ne pas avoir atteint, donc, du coup, le niveau Bac+3, le niveau licence. Voilà, c'est réservé aux salariés en dessous du niveau licence ou en dessous du niveau que l'on vise par la certification que l'on a envisagée. Sur la PROA, je peux encore aussi vous conseiller de venir rencontrer vos conseillers en évolution professionnelle, même si c'est un dispositif à la main de l'entreprise, c'est elle qui va le déclencher avec l'aide de son OPCO. Toutefois, stratégiquement, vous pouvez venir rencontrer, vous en tant que salarié, votre conseiller en évolution professionnelle, préparer un argumentaire sur la PROA, parce que c'est un dispositif de financement aussi,
que vous allez présenter ensuite à votre employeur, à votre manager, à votre DRH. Et lui, fort de cet argumentaire, il pourra éventuellement solliciter son OPCO pour savoir s'il peut financer ce projet ou pas. Parfois, il ne peut pas. Mais en tout cas, préparer cet argumentaire, c'est très important. Je vois une question de Stéphanie qui dit: est-ce que la proie peut-il être refusé par l'employeur? Ben oui, parce que tout simplement, il est très dépendant des financements de son OPCO, l'employeur. Et l'OPCO est dépendant des politiques de branche. Donc, du coup, si la branche n'a pas souhaité ou si l'OPCO n'a pas les moyens de financer la proie en fonction de la certification visée, il peut refuser, bien évidemment. Il peut aussi refuser l'employeur parce que le projet du salarié, qui est présenté par le salarié, ne correspond pas à la stratégie de l'employeur. Par contre, l'employeur peut, lui, être source de proposition. Il peut proposer à un de ses salariés de bénéficier de la PROA pour se former sur telle ou telle compétence, sur telle ou telle certification, ça va de soi. Voilà la question de Sophie auquel j'ai répondu. La PROA éligible pour tous les niveaux? Non, Sophie, je viens juste d'y répondre tout à l'heure. Non, il faut avoir un niveau en dessous du bac plus 3, en dessous de la licence. J'espère que j'ai répondu. Je continue, sinon... Comment se déroule le parcours de proie? Je l'ai évoqué, c'est une durée comprise entre 6 et 12 mois, qui peut parfois avoir un peu plus. On peut aller un peu plus de 12 mois, mais au minimum, c'est une formation de 6 mois. Elle se fait, comme je vous le disais, en alternance. Je ne rentre pas sur tous les détails. Venez rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Il pourra vous apporter tous ces détails. Les autres financements qu'on pourrait envisager en fonction de son statut. Eh bien, si on est indépendant, c'est-à-dire que vous êtes à votre compte, auto-entrepreneur, ou alors vous gérez une SARL, etc., etc., sachez que dans toutes les branches professionnelles, pour les indépendants, il existe des fonds d'assurance formation. Vivea sera le fonds d'assurance formation de la branche de l'agriculture, le FAFPM pour les professions médicales, etc., etc. Je ne les nomme pas tous parce que vous l'avez compris, je ne les ai pas tous en tête. Mais en tout cas, sachez que le compte, les FAF ont des dispositifs qui aident les personnes en statut d'indépendant, donc les auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans ou les professions libérales, les professions médicales, les personnes qui ont une installation agricole. Ils financent, alors ils ont tous une politique propre à leur branche. Donc pareil, je n'ai pas le temps, je ne pourrais pas vous expliquer tous les dispositifs que mettent en place les fonds d'assurance formation. Je vous propose d'aller sur leur site internet, de les interpeller si vous souhaitez en savoir plus. Mais toujours pareil, je vais me répéter, le conseil en évolution professionnelle, lui, maîtrise les fonds d'assurance formation. Donc, vous, en tant qu'indépendant, vous pouvez venir rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Vous êtes public éligible au CEP, au conseil en évolution professionnelle. Venez rencontrer votre conseiller. Il vous informera plus en détail sur les fonds d'assurance formation. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On a un autre financement qui est l'AIF. Alors là, l'AIF concerne les personnes demandeurs d'emploi, donc sous statut de demandeur d'emploi, ou alors les personnes en contrat de reclassement, en contrat de transition professionnelle ou en contrat de sécurisation professionnelle. En quoi consiste ce dispositif? C'est une aide financière pour prendre en charge les frais pédagogiques de formation. C'est-à-dire que celle-ci doit être dans une durée comprise entre 1 et 3 ans et il est possible de suivre, bien évidemment, une formation à distance. Donc, c'est souvent un cofinancement, l'AIF. Mais par contre, un cofinancement, comme je vous le disais, pour des personnes demandeurs d'emploi ou en contrat de reclassement. La totalité des frais pédagogiques de la formation ne sont pas pris en charge. C'est pour ça que je parlais de cofinancement. Aucun financement ne peut être pris en charge dans les frais pédagogiques. Aucun autre financement ne peut prendre en charge les frais pédagogiques de la formation. Exactement. Il faut, pour ces conditions-là, vous pourrez bénéficier de l'AIF. L'AIF est gérée par Pôle emploi. Donc, référez-vous à Pôle emploi. À chaque fois, quand avec Pascal, on n'a pas la main sur les dispositifs, on vous donne les ressources, les organismes qui gèrent.
Vous avez compris que pour les entreprises, l'organisme ressource, ça va être son OPCO. Que pour les demandeurs d'emploi, bien évidemment, on le sait, historiquement c'était déjà le cas, ça va être Pôle emploi. Et pour les indépendants, eh ben, ça peut être le FAF, le Fonds d'assurance formation. Autre financement, le FNE formation. Tout à l'heure, j'ai balbutié à qui s'adressait le FNE formation. Veuillez m'excuser. Ben, c'est tout simplement les entreprises qui auraient mis leurs salariés en chômage partiel, comme on dit, ou en activité partielle. Ça peut être en activité partielle simple ou en activité partielle de longue durée. Dans ce cadre-là, elle bénéficie donc d'un fonds de formation qui a été spécifiquement déployé suite à la crise sanitaire, qui maintenant ne s'adresse pas uniquement aux entreprises qui auraient mis leurs salariés en activité partielle par rapport à la crise sanitaire. Mais par exemple, nous, dans le sud-ouest, parce qu'on est sur Bordeaux avec Pascal, on pourrait vous parler de la grippe aviaire qui a eu des conséquences très importantes sur beaucoup de production agricole ou agro-industrielle. Et ces entreprises ont été obligées de mettre leurs salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Donc, elles bénéficient de ces fonds pour permettre à leurs salariés d'envisager une formation professionnelle afin soit de monter en compétences, soit de se reconvertir. C'est un parcours de formation qui peut être classique ou alors ça peut être tout simplement passer par d'abord le bilan de compétences ou la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur le FNE. Et donc, du coup, ça nous permet de répondre à vos questions. On a encore quelques minutes avec Pascal. Pascal, est-ce que tu crois qu'on a été assez synthétique, qu'on a à peu près tout dit, ou tu voulais rajouter des choses par rapport à certains Ah, dispositifs je en crois attendant les questions? Je crois qu'on n'a jamais été aussi vite dans la présentation du livret neuf du Code du travail. Hein. Là, je crois que, je crois que là, non, non, je pense que oui, c'est très dense, très Ah, touffu, mais bon, je crois que tout est dit. ouais, on a dit pas mal de choses. Il y a Lise qui nous dit, à quelle période de l'année le CPF est-il crédité? Je vous le disais, c'est en début d'année, Lise. Je la mets en là. Février-mars, Il est non? crédité. Pardon? Février-mars, non? Oui, c'est ça. Début d'année, pour l'année qui s'est déroulée précédemment, il est crédité. Je ne l'ai pas dit, mais si du coup ça intéresse certaines personnes, sur le CPF, et que vous pourriez avoir droit à des majorations parce que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé ou parce que vous n'avez pas atteint le niveau CAP ou BEP, vous devez faire valoir auprès de mon compte formation votre qualification de travailleur handicapé. Donc, vous devez la télécharger sur mon compte formation pour pouvoir avoir droit à la majoration. Et pareil par contre, si vous n'avez pas atteint le niveau CAP BEP, ben c'est tout simplement quand vous allez vous enregistrer, que vous allez évoquer votre niveau de qualification. Et là, la Caisse des dépôts va se rendre compte automatiquement que vous n'avez pas atteint le niveau CAP BEP et va vous va automatiquement créditer votre compte formation. Non, on ne va pas pouvoir, Stéphane. Désolé, on ne peut pas vous envoyer nos présentations. Par contre, vous pouvez aller sur le site de les semaines de l'évolution professionnelle ou sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle et bénéficier du replay. Vous pourrez nous revoir avec Pascal autant de fois que vous voudrez. Mais par contre, on n'envoie pas les présentations. Désolé, on n'a même pas votre mail, nous et Pascal. Avec Pascal, on n'a pas vos coordonnées. Faire Suite à des la arrêts sur image. réforme Ouais. Suite à la réforme du CPF, les montants en euros semblent bien moins avantageux qu'un nombre d'heures de formation, non? Ah, alors là, vous me posez une colle, Lise. Comment vous dire ça? À l'époque où on avait le DIF, ou alors que le CPF, parce que pendant une période, le CPF était en heures, je ne pourrais pas vous dire si on pouvait se payer plus de formations que maintenant qu'il est libéralisé et qu'il s'est transformé en monnaie sonnante et trébuchante. Après, j'aime pas dire le terme monnaie sonnante et trébuchante parce que votre compte CPF, c'est de l'argent virtuel. C'est pas un compte bancaire.
Il permet juste d'accéder à des formations professionnelles et pour qu'il soit intelligible, compréhensible par tous, le législateur s'est dit de façon juste que c'était mieux de le transformer en euros, une valeur en euros pour que vous puissiez comprendre et que tout le monde puisse y accéder facilement. Mais alors après, je ne pourrais pas vous répondre si c'est moins avantageux. Qu'est-ce que nous dit Stéphane? Quel est le délai entre deux CEP? Entre deux CEP, alors là, j'imagine peut-être Stéphane que vous parlez de deux rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. J'affiche la question. Dans ces cas-là, ben, c'est vous qui le déterminez. Quand vous appelez la plateforme téléphonique, alors pour rappel, hein, pour joindre un conseiller en évolution professionnelle, il suffit d'aller sur mon-cep.org, mon-cep.org, on rentre son statut, on rentre sa localisation et là, on vous donne le numéro de téléphone pour joindre un conseiller en évolution professionnelle. On appelle la plateforme téléphonique. Elle vous donne un rendez-vous dans les 10 jours avec votre conseiller. C'est vous qui choisissez les modalités, que ce soit en présentiel ou en distanciel ou par téléphone, par exemple. Et puis, à la suite de votre premier rendez-vous avec votre conseiller, vous pouvez reprendre rendez-vous. Il n'y a aucun souci, c'est vous qui déterminez la temporalité des rendez-vous avec votre conseiller. Après le premier rendez-vous, vous avez élaboré un plan d'action, il vous a donné un livrable, le conseiller, il vous a donné un plan d'action, donc comme je disais, une synthèse, et ben, il vous dira, vous prenez rendez-vous quand vous le souhaitez. Après, bien évidemment, entre l'appel téléphonique et le temps que votre conseiller, parce que vous gardez toujours le même conseiller, il est disponible, qu'il soit disponible, pardon, et ben, il peut se passer quelques jours. Voilà, en gros, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Nicolas, un service gratuit, confidentiel. Totalement. C'est un service public, tout simplement. Le conseil en évolution professionnelle est un service public. Donc, c'est complètement gratuit pour tous les statuts que j'ai énumérés. J'ai oublié juste un statut qui est la fonction publique. Souvent, on nous pose la question, on nous dit, oui, mais moi, je suis agent de la fonction publique. Est-ce que j'ai le droit au conseil en évolution professionnelle? Et non, vous n'avez pas été prévu dans la réforme de la formation professionnelle. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit à des services pour parler en termes de gestion de carrière. Toutefois, ils sont internes à votre service. Si vous êtes agent de la fonction publique de territoriale, vous aurez le centre de gestion qui pourra répondre à vos questions en termes de évolution professionnelle. Si vous êtes agent de la fonction publique d'État, il y aura des services particuliers, par exemple, agent public, agent de la fonction publique hospitalière. Il y a une association qui s'en occupe et j'ai oublié son nom, mais je vais vous la retrouver d'ici peu bientôt. Bref, en tout cas, chaque fonction publique a ses services dédiés. Est-ce que j'aurais oublié des choses encore? Pascal, est-ce qu'on a oublié des choses? Oui. Ah, il y a Stéphanie qui nous dit, savez-vous si on peut voir les replays pour les webinaires que nous n'avons pas pu suivre ou non inscrits? Oui, Stéphanie, ils seront en ligne à partir de lundi. Effectivement, ils n'ont pas été mis en ligne encore, mais à partir de lundi, ils le seront tous. Donc, vous pourrez facilement les retrouver sur notre site les semaines de l'évolution professionnelle ou sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle. On en profite, il nous reste une petite minute. Je voulais juste dire que oui, le CEP, on se dit toujours, c'est pour les virages à 180 degrés, les transitions, de passer d'un métier à un autre. Je pense qu'il faut aussi le présenter comme un moyen aussi de travailler son évolution professionnelle, sa trajectoire de carrière. Il y a des moments clés dans une entreprise comme les entretiens professionnels tous les 2 ans. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un d'externe qui peut, grâce à son accompagnement, permettre à la personne de poser ses objectifs, travailler son plan d'action, sa stratégie, mais pas forcément dans une optique de véritablement de transition, mais peut-être d'évolution. D'évolution. Tu as bien fait de le rajouter. Merci beaucoup, Pascal. J'ai oublié de vous passer ces slides-là. Je vous prie de m'excuser, mais avec Pascal, on vous a expliqué quel était le conseil en évolution professionnelle. Et comme vient de dire Pascal, effectivement, ce n'est pas que la reconversion. Ça peut être tout simplement une envie de monter en compétence. Ça peut être aussi parce qu'on se pose des questions sur sa situation professionnelle. On a parlé de sens au travail. On peut parler aussi de problématiques de santé parfois. Bref,
c'est pour plein de raisons diverses et variées et souvent singulières que l'on vient rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle est un service individualisé, personnel, et comme l'avait dit si bien Pascal, il y a un secret professionnel entre vous et votre conseiller. Retrouvez-nous sur mon-cep.org, je l'ai évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir. On vous remercie pour votre écoute, merci pour votre attention et on vous souhaite à tous une bonne continuation. Au revoir Pascal, merci. Merci Nicolas, au plaisir, c'est toujours un plaisir. C'était vraiment très bien. Et merci encore. Au revoir et tous nos vœux de succès dans tous vos projets.